Madame, monsieur, bonsoir. Le chef de l'État a pris le 7 juillet dernier une ordonnance révalorisant de 5% les salaires de base des personnels civils et militaires. Cette décision est consécutive à la promesse faite par le gouvernement de la République à la suite de l'augmentation des prix de carburant et de gaz domestique intervenue le 30 juin et effective depuis le 1er juillet dernier. Avec cette révalorisation salariale, la masse salariale de l'État gonfle de 30 milliards de francs CFA supplémentaires et se situe désormais, selon nos informations, autour de 1000 milliards de francs CFA par mois. Par ailleurs, le président de la République a pris ce même jour une ordonnance réajustant les montants des taxes de stationnement à l'essieu et de l'impôt libératoire, conformément à l'annonce faite le 30 juin dernier par le gouvernement de réduire de moitié le montant de chacun de ces impôts. Avec ces réductions, c'est un effort d'environ 15 milliards de francs CFA que fait l'État pour accompagner la hausse des prix des produits pétroliers à la pompe, enfin, dit-on, de préserver le pouvoir d'achat des populations. Toutes ces décisions ont été diversement accueillies au sein du corps social. Les transporteurs sont montés au créneau pour s'insurger contre cette décision, une décision qui a amené le gouvernement à fléchir quelque peu et à concéder à l'augmentation du prix de transport urbain à 50 francs, passant ainsi de 200 à 250 francs CFA. Au sein de la population, on crie au scandale et demande purement et simplement l'annulation de cette mesure qualifiée d'inique. Le gouvernement a-t-il mis la charrue avant le bœuf? Le Cameroun a-t-il cédé à la pression des institutions de Bretton Woods? La situation était-elle inévitable? Nous en parlerons dans un instant avec les contributions de Dieudonné Bertin Zamé, qui est cadre du Rassemblement démocratique du peuple camerounais et par ailleurs fiscaliste parce qu'inspecteur à la Direction générale des impôts. Bonsoir, monsieur Zamé. Bonsoir, monsieur Thierry. Bonsoir, chers téléspectateurs. C'est un plaisir de vous avoir sur notre plateau une fois de plus. Je pense que je suis régulier déjà. Oui, cela fait quand même près de mois qu'on ne vous a pas vu, fort de vos occupations. Ce n'est pas pour ne vous avoir pas invité. Évidemment, nous sommes un peu trop pris parce qu'il y a du boulot à faire. Voilà. Vous avez en face de vous ce soir Charles Fongan, bien connu des téléspectateurs de CAM News 24 et de plusieurs autres plateaux de télévision sur le plan national et international. Bonsoir, monsieur Fongan. Bonsoir et bonsoir à tous les téléspectateurs de CAM News 24. Alors, vous êtes syndicaliste, je le soulignais encore il y a peu ici. Par ailleurs, président du réseau associatif des consommateurs de l'énergie, en abrégé le RAS. Comment se porte le RAS? Très mal avec ce qui se passe dans le secteur de l'énergie, avec cette augmentation des prix des carburants. Donc, depuis un peu plus de 2 semaines, le RAS est vraiment préoccupé par cette situation-là. Voilà, on en parlera justement dans le cadre de cette émission, hein, tout comme nous reviendrons sur l'une des dernières sorties du Parlement camerounais qui a autorisé le président de la République à ratifier l'accord d'étape vers la signature des accords de partenariat économique aux grandes dames du plaidoyer de la société civile et du secteur privé qui, soulignons-le, depuis des années, ont toujours milité pour la revision de certaines dispositions des APE et de la signature d'un accord régional complet pour l'Afrique centrale. Avec cette mesure, le Cameroun s'engage à ouvrir 80% de son espace économique aux produits européens sur une période de 15 ans. Les entreprises locales pourront-elles faire le poids face aux produits qui viennent d'Europe? Que fera le gouvernement pour accompagner les petites et moyennes entreprises locales? Nous avons également appris que les pertes seront énormes avec cette ouverture. Selon les experts, elle oscillerait entre 500 et 1500 milliards de francs CFA en termes de recettes fiscales et douanières. D'où l'État prendra la ressource pour compenser ces pertes. Madame, monsieur, voilà pour les sujets posés sur la table du débat de ce soir. Permettez-moi une fois de plus de vous dire merci pour votre confiance, pour la confiance que vous nous faites en suivant une fois de plus ce programme. Retrouvons-nous juste dans un instant pour le débat sur CAM News 24. Bonsoir une fois de plus. Le chef de l'État, je le souligne encore à l'entame de cette émission, a pris le 7 juillet dernier une ordonnance révalorisant de 5%
les salaires de base des personnels civils et militaires. Cette décision est consécutive à une promesse faite par le gouvernement de la République à la suite de l'augmentation des prix de carburant et du gaz domestique intervenue le 30 juin 2014 et effective un jour plus tard, donc le 1er juillet dernier. Avec cette révalorisation salariale, la masse salariale de l'État gonfle donc de 30 milliards de francs CFA supplémentaires et se situe désormais, selon nos informations, autour de 1000 milliards de francs CFA. Par ailleurs, le président de la République a pris ce même jour une ordonnance réajustant les montants des taxes de stationnement à l'essieu et l'impôt libératoire conformément à l'annonce faite le 30 juin dernier de réduire de moitié le montant de chacun de ces impôts. Avec ces réductions, c'est à peu près 15 milliards de francs CFA d'efforts que fait l'État pour accompagner la hausse des prix des produits pétroliers à la pompe, enfin, dit-on, de préserver le pouvoir d'achat des populations. Toutes ces décisions ont été diversement accueillies au sein du corps social. Les transporteurs s'en sortent à bon compte. Après être montés au créneau, ils s'en tirent avec une augmentation pratiquement de 50 francs CFA sur le coût du transport urbain au sein de la population. On crie au scandale, une population qui sera justement appelée à emprunter le taxi pour vaquer à leurs diverses occupations. Monsieur Bertin Zamé, vous avez également appris cette nouvelle concernant, pas, mais toujours est-il que c'est un sujet qui préoccupe au sein du landerneau politique et vous êtes cadre du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Est-ce que le corps politique a suffisamment bien accueilli cette nouvelle? Le problème ici, ce n'est pas si on a bien accueilli la nouvelle. Nous sommes dans une situation un peu difficile. Le Cameroun vit la crise depuis 1986. Et parce que notre pays vit la crise, il fallait que nous engagions à un certain nombre d'accords. Nous nous sommes mis sous le PAS, le programme d'ajustement structurel. Certainement, on a pu atteindre le point d'achèvement et que les populations attendent que les conditions de vie soient davantage améliorées. Mais néanmoins, pour ce qui est du carburant, c'est un problème international. L'augmentation du prix n'est pas la seule affaire du Cameroun. Il y a inflation sur le plan mondial. Et il faut aussi voir que les multiples missions que le FMI a menées au niveau du Cameroun, on a constaté que le Cameroun subventionnait le carburant. Et le coût était devenu un peu trop élevé parce que nous étions presque à des dépenses de près de 400 milliards de francs. Oui. Et cette situation, cet argent pouvait beaucoup plus servir pour améliorer les conditions de vie des populations que de subventionner une structure comme la Sonara. Donc, qu'est-ce que le FMI a proposé? Le FMI a proposé qu'on arrête cette subvention. Et je vous dis, ça devait être très grave depuis 2008 si on arrêtait brusquement la subvention. Parce que, tel qu'on parle aujourd'hui, en réalité, le carburant devrait être au-delà des 1000 francs. Vous comprenez un peu. Donc, l'État va petit à petit, dans le cas de ces conditions du FMI. L'État a décidé d'alléger la subvention. Mais on ne peut pas voir l'autre côté et négliger. C'est pour cela que l'État a décidé d'augmenter de 5% les salaires des fonctionnaires et réduit de 50% certains impôts comme l'impôt libératoire des transporteurs, la taxe de stationnement, la taxe à l'essieu. Il y a également, le président de la République a eu à gérer le problème de la taxe sur les produits la taxe spéciale sur les produits pétroliers. La taxe spéciale sur les produits pétroliers. Certainement, il y a beaucoup d'incidences sur le plan social et même sur le plan financier. Mais l'État va se battre pour essayer de trouver des voies et moyens
pour résoudre le problème des Camerounais. On aura le temps de parler de tous ces aspects de l'actualité tout à l'heure. Le temps pour moi également de me tourner vers Charles. Charles, comment avez-vous accueilli cette nouvelle? Est-ce que vous êtes d'avis déjà avec ce que Dieudonné Bertin Zamé souligne, la hausse était inévitable? Là, c'est faux. Totalement faux. C'est l'argument du RDP, c'est le RDP gère le pays. Donc, son discours ne nous étonne pas, n'étonnerait pas les Camerounais. L'argument du FMI est d'abord faux. C'est vrai que dans les programmes, dans la relation bilatérale qui est entre le Cameroun et le FMI, et où le FMI est de plusieurs pays, le FMI fait des propositions, mais il revient au pays de choisir de les appliquer ou pas. C'est-à-dire que c'est en fonction de ses intérêts, ce nombre de calculs, le pays choisit quoi faire et quoi ne pas faire. C'est-à-dire que ce ne sont pas des injonctions. D'ailleurs, il y a un cas du FMI qui a nié avoir fait pression sur le Cameroun. Parce qu'on a eu l'impression, le FMI a mis la pression. Oui, justement, il s'agit de Grégor Brinker, voilà, pour dire qui est directeur des opérations de la Banque mondiale pour les pays de la CEMAC. Le Cameroun a choisi d'augmenter les prix des carburants parce que le Cameroun soutient que si on prend de 2008 et 2014, 1200 milliards ont été investis et qu'on pense que cet argent-là peut servir à investir dans d'autres secteurs. Par exemple, sur la santé, les routes, c'est ce qu'ils ont dit. Donc voilà la principale raison. Et on a voulu voir le marché international pour dire que non, il y a des variations de prix. On ne nous a pas aussi dit que quand il y a variation de prix, le Cameroun est pays producteur de pétrole, ce qui fait donc qu'il y a également des retombées du pétrole qui rentrent dans les caisses. Donc, pour le moment, nous disons qu'il n'y a aucun indicateur économique, aucune raison valable qui justifie aux États d'exister. Nous pensons simplement que le gouvernement a fait ses choix. On parle du prix des hydrocarbures, non de l'électricité. Le prix des hydrocarbures. Le gouvernement a fait son choix et nous constatons qu'il n'y avait aucune raison valable. Maintenant, il y a les mesures d'accompagnement là qui, elles aussi, ne tiennent pas. Peut-être on parlera des mesures d'accompagnement. Donc, selon vous, l'État a cédé à la pression, par exemple, du FMI. Ce n'est pas la pression du FMI, puisque le FMI vous fait des propositions, vous dit, OK, si vous ne subventionnez pas, vous allez dégager masse modèle. Donc vous partagez d'accord la réaction de Grégor Entièrement, chaque pays est libre. Le Cameroun est un pays souverain. Le pays en relation avec le FMI, le Cameroun reste souverain. Le Cameroun a choisi de procéder comme il a procédé. Depuis 2007, le Cameroun avait eu des discussions avec le FMI et avait proposé de subventionner son carburant. Donc, ce n'est pas si en 2014, le Cameroun décide de ne plus le faire. Cela, il va de la responsabilité du Cameroun et de ceux qui gèrent ce pays qui n'ont pas prévu. J'apprends, et là, M. Zamé vient de le dire, il dit que les charges étaient dans l'ordre de 400 milliards. Mais dans le budget du Cameroun, il suffit de prévoir 400 milliards pour les subventions et cela passe. Dans la mesure où plus les prix sont sur le prix des galons sur le marché, plus également le Cameroun qui produit du pétrole gagne également en termes de devises, en termes de rentrée. Donc c'est le Cameroun qui a choisi de le faire et de faire comme il a procédé. C'est le Cameroun qui pense pouvoir faire des économies alors qu'on sait qu'il y a beaucoup d'argent qui est volé, il y a beaucoup d'argent qui est gaspillé. On pouvait réduire le train de vie des fonctionnaires, on peut également agir sur les taxes qui rentrent dans le pétrole, qu'on aurait toujours eu de l'argent pour investir sur les routes ou construire les hôpitaux. Alors, votre avis sur la question, M. Bertin? Ce que j'évite, ce sont les spéculations. Et que ce soit des vaines spéculations. Il faut voir la réalité en face. Les cahiers économiques du Cameroun sont publiés chaque année. Et tout ce que le FMI fait au Cameroun est public, rien n'est caché. Vous êtes d'avis avec moi que le FMI a demandé au Cameroun depuis 2008 de revoir sa situation des subventions sur le produit, sur le carburant. Vous êtes d'avis. Et je vais vous avouer une chose, la Sonara, qui doit raffiner le pétrole camerounais, est dans le gouffre. Cette société est dans une situation catastrophique. Et il faut qu'on dise la vérité aux Camerounais. La Sonara a besoin d'au moins 200 milliards de francs à l'heure où je vous parle, pour pouvoir relancer son véritable fonctionnement. En fait, on parle de 180 milliards. Et je vais vous dire, vous parlez de la production pétrolière au Cameroun. Le Cameroun produit quelle qualité de pétrole? Le pétrole est lourd, le pétrole est brut. Et il faut le raffiner. Ce n'est pas le pétrole là qu'on va aller mettre à la pompe, il faut le raffiner. Maintenant, la Sonara n'a pas les capacités de pouvoir raffiner notre pétrole, notre carburant que nous produisons. Vous comprenez un peu? Et la Sonara a engagé un vaste chantier pour la restructuration de la société.
Donc le Cameroun va aller prendre tout cet argent où? En dehors du fait que l'argent de l'État vient des impôts. Hein? Et ces impôts, c'est ça qu'on dit au niveau de la Sonara, la subvention, elle est lourde. Il faut donc revoir la situation. Même maintenant, pendant qu'on va augmenter les prix du carburant à la pompe, voyons des voies et moyens ensemble. C'est-à-dire, c'est avec la société civile, les syndicats et autres, les autres partis politiques. Parce que le Cameroun, on va dire oui, le RDPC a gagné, mais le RDPC ne gère pas le Cameroun seul. Le RDPC gère le Cameroun avec d'autres partis d'opposition. Et vous savez que le ministre de la Communication, qui ne cesse de défendre le gouvernement, n'est pas un membre du RDPC. Donc moi-même qui suis du RDPC, je suis conscient de la situation. Elle est difficile pour nous. Et n'oublions pas une chose. À l'heure où je vous parle, le Cameroun est en guerre. Hein? Vous le savez. Et les dépenses en carburant sont très élevées. Hein? Nous sommes en train de combattre Boko Haram et je pense que toute la société civile est d'avis qu'on mette un peu d'ordre dans nos frontières. C'est d'autant plus que le Nigeria, qui est l'un de nos principaux pourvoyeurs au niveau des importations, la situation est grave au niveau de l'extrême nord. Les commerçants ne sont pas actifs à l'heure où je vous parle. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'impôt. Hein? Donc, soyons patriotes. Hein. La situation qui sévit à l'heure actuelle au Cameroun, vraiment, il faut que tout le monde apporte de son mieux. Alors, vous avez parlé justement de la situation au niveau de la Sonara. On se rend justement compte que le Cameroun produit un pétrole qui ne raffine pas et raffine un pétrole qui ne produit pas. Pourquoi? Parce qu'on savait que la situation était nécessairement inévitable. Pourquoi on n'a pas, au niveau du gouvernement, pensé à moderniser effectivement à temps, comme l'avait souhaité d'ailleurs l'ancien directeur général de cette société, aujourd'hui dans les geôles du Cameroun? Pourquoi n'a-t-on pas pensé à moderniser à temps la Sonara pour éviter justement ces poches de dépenses? La Sonara est en pleine restructuration. Si vous arrivez à Limé, à l'heure où je vous parle, vous allez trouver un vaste chantier là-bas, un chantier de modernisation et de restructuration de la Sonara. Il y a la société Fosse Huile, il y a la société Couillot 7 qui a eu des problèmes. Bon, mais vous allez voir que plusieurs sociétés sont en train de travailler au niveau de la Sonara. Donc le gouvernement est en train de faire ce travail depuis pratiquement 7 ans. Donc, nous sommes sur cette démarche. Hein, et c'est pour cela qu'il faut prendre des mesures, certes difficiles pour les populations, mais le Cameroun ne pourra avancer que dans ce genre de décision. Alors, Charles Fongan, quand on regarde la situation en parcourant ou en préparant cette mission, on s'est rendu compte au niveau de l'actualité que on parle également de hausse du prix du carburant en France. On en parle également en Tunisie et dans plusieurs autres pays dans le monde. Donc le Cameroun n'est pas un cas à part. Si vous prenez le ratio, si vous prenez le niveau de vie en France, vous voyez combien est-ce qu'on paye le carburant, vous verrez très bien qu'il est beaucoup plus élevé au Cameroun. Donc si vous prenez tous ces pays que vous avez cités, Turquie, c'est vrai que l'augmentation est parfois dans l'air du temps, c'est normal qu'on puisse à un moment revoir les prix à la pompe pour réajuster les prix. Mais quand on parle de réajustement, vous avez vu au Nigeria, c'est l'ordre parfois d'1 franc, 2 francs, 3 francs, 5 francs. Mais au Cameroun, on est passé du simple à 80 francs. Du simple à 80 francs. Donc, c'est totalement différent. On comprend qu'ailleurs, on en parle, c'est un débat qui est lancé et les forces vives de cette nation-là discutent pour voir ce qui peut être fait. Mais au Cameroun, il n'y a rien de la sorte. Du jour au lendemain, les gens sont réveillés, ont appris que le carburant, désormais, il passe à 80 francs de plus de gaz domestique, il passe à 500 francs. Alors, c'est le coût de l'augmentation ou la méthode employée par le gouvernement qui fait problème? Nous disons que même s'il fallait augmenter, on aurait dû associer les forces vives, négocier, expliquer le bien fondé. Et nous pensons donc que les forces vives n'auraient jamais accepté qu'on augmente jusqu'à 80 francs. On aurait pu comprendre, faire des sacrifices pour 10 francs, pour 15 francs, pour 20 francs, mais jamais pour 80 francs. Donc on se rend compte que non seulement on s'est totalement moqué de ces forces vives-là qui existent pourtant et qui sont très bien organisées pour passer en force. Pour nous, on considère que c'était un passage en force. Et en passant en force, on est allé à une vitesse exponentielle, c'est-à-dire qu'on part de 0 à 80 francs. Voyez-vous, entre 2008 et 2014, il n'y a pas eu d'augmentation. Mais si vous faites le calcul, vous vous rendez compte que
Avant 2008, on augmentait de 15 francs chaque fois il y a une négociation, de 15 francs. Donc entre 2008 et 2014, on a multiplié ces 15 francs-là par le nombre d'années qu'on n'a pas augmenté. Directement sur 3 40 multiplié, la vous êtes à 75 francs, ils sont allés au-delà. Donc pour les 5 ans qu'on n'a pas pu augmenter, on a multiplié ces 15 francs-là fois 5 pour arriver à 80, à plus de 75 francs, donc on est à 80 francs. Donc vous vous rendez compte que rien n'a été fait. Donc en une année, le Cameroun va donc rattraper ceux qui se vendent d'avoir subventionné. Ils vont rattraper en un an tout ce qu'ils ont subventionné en 5 ans, sur les 5 années passées. Donc on comprend très bien que si on gère pour le peuple, si on veut faire des économies pour développer le pays, pour le bien de la population, alors je dis très bien, on associe les Camerounais à ces prises de décision-là. On ne peut pas du jour au lendemain prendre une décision comme celle-là, que M. Zamé dit difficile. Mais comment faire pour atténuer? On aurait pu atténuer cela. On ne l'a pas fait parce qu'on ne gère pas pour ce peuple, parce qu'on gère pour soi-même. Quelle était la marge de manœuvre justement de ces sociétés civiles, de ces leaders d'opinion sur une mesure comme celle-là, qui a longtemps d'ailleurs été en pourparlers au sein du gouvernement? Il faut qu'on soit honnête, il n'y a jamais eu de pourparlers. Nous, au niveau du RAS, par le passé, on est parfois informé de l'évolution du pétrole camerounais au niveau de la CSPH. C'est-à-dire quel effort a été fait par le gouvernement. On a parfois apprécié. Et on a également fait des contributions à CSPH. Voici comment vous pouvez faire pour améliorer. Nous, on avait proposé, par exemple, quand il fallait augmenter les tarifs du carburant, nous avons augmenté que puisqu'il y a plus de 22 taxes, bon, il y en a pas ça taxes, mais il y a des prélèvements. Il y a des prélèvements qui sont faits. Par exemple, au niveau du dépôt pétrolier, il faut payer, il y a des prélèvements qui sont faits pour le transport. On avait proposé en ce moment-là que on pouvait donc agir, infléchir sur les taxes, donc diminuer les taxes, retirer certaines taxes même, parce que quand on dit que pour le dépôt de SAM, qu'il y a des problèmes, il fallait investir pour essayer d'améliorer le dépôt de SAM à Yaoundé, on avait pensé que depuis plusieurs années, on prenait de l'argent pour cela, qu'on pouvait laisser tomber cela. On avait également proposé qu'au niveau du transport, à partir du moment où on paye déjà les péages routiers, on ne pouvait pas encore prélever de l'argent pour le transport du carburant. Donc on a fait ces propositions et nous on pensait à l'époque que, ça c'était en 2012, nous pensions au niveau du RAS que si cela était fait, on pourrait facilement avoir le carburant à la pompe à 400 francs. À ce moment-là, vous voyez très bien, donc on pourrait ne même pas subventionner et avoir le carburant à 400 francs. Cela n'a pas été fait, mais qu'est-ce qu'on nous présente? C'est plutôt une augmentation de ce tarif-là. Vous voyez très bien que dans ce carburant-là, parce qu'ils ont dit qu'ailleurs c'est plus cher, mais dans ce carburant qu'on a, il y a beaucoup de taxes qui se greffent et qui font qu'on l'a à la pompe. Écoutez, on a les taxes de 569 francs. C'est-à-dire que toutes les taxes cumulées font 569 francs. Donc quand le gouvernement dit qu'il subventionne, il subventionne le litre qui a été arrêté avec toutes les taxes et il subventionne une partie. Alors, M. Zamé, est-ce qu'il était possible de, pourquoi pas, réduire les taxes qui se greffent dans le coût du litre du carburant, comme l'a souligné Chef Fongan, pour alléger peut-être la situation au niveau du dernier consommateur? Quel pays au monde peut fonctionner sans taxes? L'économie du Cameroun est financée par les taxes. Le budget de l'État, c'est la taxe. Sans taxe, le Cameroun ne peut pas supporter les charges. Donc, je ne peux pas être d'avis qu'on balaye toutes les taxes, d'autant plus que les taxes ont même été allégées. Oui, les taxes ont déjà même été allégées. Mais je dis, on ne peut pas enlever toutes les taxes sur le carburant, d'autant plus que c'est même là-bas qu'il y a les taxes. C'est une activité où il y a suffisamment d'impôts et c'est une activité qui devrait ravitailler le budget de l'État. Vous comprenez? Ne voyons pas l'analyse seulement sur le plan endogène. Il faut aussi voir ça sur le plan exogène. Au niveau mondial, au niveau international, le prix du baril a augmenté. Et il y a des troubles un peu partout. Vous voyez en Libye, partout ailleurs, au Moyen-Orient. Ce sont ces pays-là qui produisent le pétrole. Si vraiment le prix du baril est revu à la baisse et que vraiment on calme la situation d'insécurité qui sévit dans le monde, je vous dis, au Cameroun, le prix du carburant va baisser. Ah non, mais je vous le dis. Non, monsieur Zamé, les amis ne pensent pas si bien le dire. Ou encore ils refusent de dire. Ne regardez pas seulement la situation sur le plan endogène. Monsieur Zamé,
le prix de baril flambe au niveau sur le marché mondial. Oui. Mais le Cameroun est un pays producteur de pétrole. Vous savez très bien qu'en 2011 seulement, c'est pas qu'on ne publie pas régulièrement, on a eu 800 milliards de recettes pétrolières. Ça, c'est ce qui a été publié. Ce qui a été publié, 800 milliards. Dans 800 milliards, au même moment, le Cameroun avait... Vous avez un autre chiffre, en dehors des 800 milliards? Je dis très bien que nous savons que c'est largement au-dessus de cela. Mais je vous ai dit de ne pas spéculer. Il ne faut pas spéculer. Dans les 800 milliards, je dis, on avait subventionné à 200 milliards. Moi, j'ai eu la chance de côtoyer monsieur au niveau de la CESPES qui disait que les revenus du pétrole, au lieu d'investir ça dans la subvention, ils pensent qu'on peut investir ça dans l'amélioration des conditions de vie des Camerounais, par exemple en causant les centres de santé, les routes. Mais nous disons, si on peut donc redistribuer la richesse pétrolière en subventionnant pour que même le Bayamselam, que le Camerounais lambda puisse en bénéficier, mais pourquoi pas? Pourquoi nous dire aujourd'hui qu'on va asphyxier le Camerounais moyen parce qu'on va aller construire les routes? Mais justement, à ce niveau, M. Fongan, il y a une certaine opinion qui pense qu'il faudrait plutôt arrêter de manière irrémédiable les subventions pour que cette importante masse, comme l'a d'ailleurs proposé le FMI, que cette importante masse d'argent soit réinvestie dans les secteurs prioritaires tels que la santé, l'éducation, des secteurs qui profiteraient à tout le monde parce que la subvention généralement profite aux gros consommateurs. Non, entendons-nous bien. Voyez-vous, la Bayam Selam qui part de Bipanda ou qui part de Konsamba pour aller à Kombe, Pendamboko pour acheter les vivres en revendant dans Konsamba, elle prend du taxi, elle prend des véhicules, les taxis, les transporteurs interurbains, les transports interurbains, pour y aller. Si le prix du carburant est élevé, comme vous voyez, il y a une incidence sur le prix du transport. Voyez-vous, cette femme-là, quand il y a une subvention, ça fait que cette dame-là paye moins. Donc la richesse pétrolière, la richesse du Cameroun est donc redistribuée et c'est comme ça qu'elle bénéficie de la richesse de ce pays. C'est-à-dire qu'au même titre qu'on a conçu les routes pour qu'elle puisse en bénéficier, en injectant cela dans le transport, dans la subvention, elle en bénéficie. Et là, c'est aussi direct. Vous ne pouvez pas dire que ça bénéficie au gros, non, c'est faux. Ça bénéficie au gros, je sais pas, au gros bonnet. Au gros consommateur de carburant. Au gros bonnet. Ça bénéficie aux gros bonnets qui sont où? Qui sont tapés à l'administration, qui bénéficient des bons de carburant. C'est-à-dire qu'il suffit de... Ça bénéficie aux gros bonnets qui reçoivent des subventions, je ne sais pas, des indemnités en matière de carburant, de transport. C'est là où on peut dire que l'État pourrait donc diminuer. Donc, éviter pour permettre, l'État pourrait tout simplement diminuer la quantité de bons de carburant qu'on distribue. Allez-y voir la soute à essence de l'armée. Vous avez des gens qui n'ont rien à voir avec l'armée, qui viennent là-bas consommer. Tous les jours, les bons de carburant, vous avez un ami dans l'administration qui peut facilement vous dépanner un bon de carburant de 200 000 francs. Si on veut également influencer, à ce moment-là, on peut dire que l'État n'a pas beaucoup d'argent. Mais si c'est au niveau du consommateur, c'est dans le transport. Ça, en subventionnant, il n'y a absolument rien. Cela permet aux Camerounais moyens de bénéficier directement de la manne pétrolière. Mais quand vous parlez des routes, vous savez très bien dans ce pays, on a toujours eu la ressource, on a jamais pu construire ces routes-là, ces hôpitaux-là. C'est-à-dire l'argent est suffisamment détourné, qui ne vous dit pas qu'on va encore mettre de côté une bonne masse pour encore voler, pour détruire toute cette masse. Si on peut mettre de côté 1200 milliards, on parlera peut-être des procès d'intention tout à l'heure. Si vous le permettez, le temps pour Bertin Zamen. Est-ce que l'État ne pouvait peut-être pas réduire... l'État ne pouvait-il pas réduire son train quotidien de vie, notamment en annulant des bons de carburant qui ne profitent généralement pas à tout le monde, mais aux grands fonctionnaires, aux ministères. Généralement, quand bien même cette documentation est le cas, comme cela se passe aujourd'hui, ils ne sont en rien concernés. Vous parlez là comme j'ai suivi un leader d'un parti politique s'exprimer l'autre jour. Et je pense au président du MRC. Il dit qu'il faut qu'on abolisse, que l'État ne donne plus le carburant à ses fonctionnaires, que l'État essaie de réduire les frais d'émission et autres. J'ai suivi, il a donné un certain nombre de mesures là. La seule question que je me suis posée, c'est celle de savoir, lorsqu'il était au gouvernement, est-ce qu'il a refusé le carburant un jour? Ou bien il a refusé les frais d'émission? Ce n'est pas parce que... Non, il devait refuser. Ça va du patriotisme des uns et des autres. L'urgence de se poser peut-être? Non, il y avait urgence, puisque depuis 2008, la situation se pose au Cameroun. Donc lui, étant au gouvernement de M. Paul Biya à cette période, il devait déjà refuser le carburant.
il devait refuser les frais de mission. Donc ça, c'est des débats qui n'ont pas de sens. Ce sont des débats qui n'ont pas de sens. L'État consomme combien en matière de carburant? Il faut aller regarder dans le budget de l'État. Pratiquement rien, je vous le dis. Beaucoup plus. Qui consomme le carburant au Cameroun? C'est qui donc qui? Ce sont les entreprises. Ce sont les entreprises qui payent à la pompe. On n'a pas encore vu la grogne de ces entreprises-là. C'est vous les syndicalistes qui voulez un peu déranger là-dedans. C'est vous qui voulez déranger. Vous voulez déranger parce que en fait, vous voulez pousser les Camerounais à gréver alors que eux ils comprennent ce qui se passe. Les Camerounais souffrent. Ils comprennent que ce sont des mesures qui s'imposent par rapport à la relance de notre économie. Donc vous syndicalistes, calmez-vous un peu. Calmez-vous. Et depuis que vous bavardez là-dehors, vous voyez qu'il n'y a aucune grogne sociale parce que les Camerounais sont d'avis avec le président Paul. Ah, mais vous savez je vous pas, le dis. Non, vous savez pas, vous le dites. En 2008, on ne l'a pas vu venir, mais elle était là. En 2008, on ne l'a pas vu venir, mais les Camerounais sont là pour dire nous sommes non. Nous ne disons pas aux Camerounais parce qu'il y a une augmentation. Nous disons que l'augmentation des prix carburant va automatiquement entraîner la hausse des prix des denrées de première nécessité. On a annoncé que le coût de transport devait être plus élevé. On les a déjà. Les denrées de première nécessité vont prendre des galons. Et cela va impacter sur le quotidien des vies des Camerounais. À partir du moment où quelqu'un qui vivait avec 500 francs, quand il ne pourra plus le faire, qui va à 1000 francs, 2000, avec les revenus qui restent stagnants, parce qu'on a dit qu'on a augmenté le salaire, allez-y voir, on a augmenté le salaire de 200 000 personnes qui travaillent à la fonction publique. On parle de millions de Camerounais. Vous dites? On parle de millions de Camerounais. Je dis très bien que ceux qui fréquentent la fonction publique, ce n'est pas 1 million de Camerounais, c'est 1 million sur la vie active, mais la fonction publique, c'est 200 000. Donc, c'est 200 000. Vous voyez, c'est pratiquement 1% des Camerounais. C'est 1% du Cameroun, plus de 20 millions qui sont concernés par... Et maintenant, quand vous dites, on a augmenté les salaires, quand vous avez un salaire de 100 000 francs, quand on dit que vous augmentez 5%, c'est 5 000. C'est-à-dire que si vous allez au travail tous les jours, vous avez 500 francs de plus dans le taxi, par semaine, dans le taxi que vous payez par le passé. Si votre femme, il va, tu es dans vos 5 000 qu'on veut augmenter, elle a 500 francs de plus. Si votre fils, il va, pareil. Donc, c'est une chaîne. Donc, nous pensons que même les mesures d'accompagnement que le gouvernement a pensées ne tiennent pas la route. Parce qu'on ne peut pas penser, faire la part belle à une catégorie de Camerounais, fussent-ils fonctionnaires ou agents de l'État, et abandonner la grande majorité qui est dans l'informel et qui travaille dans le privé. Nous disons, ça ne peut pas tenir. Il dit encore une autre chose. On ne peut pas faire la part belle à des transporteurs qui sont allés négocier pour On eux. parlera des transporteurs tout à l'heure, si vous le permettez. On se rend compte que l'État privilégie une partie de la population quand on sait justement que le gros se retrouve parfois dans le secteur privé, oui, et parfois dans le secteur informel et parfois même sans emploi. Pourquoi n'avoir choisi qu'une aussi infime partie de la population? À l'heure Pour parler de révalorisation du salaire. L'État est en train de négocier avec ses syndicalistes sur le SMIC pour qu'on revalorise le SMIC. Vous comprenez? Et c'est à eux de faire de très bonnes propositions pour mieux défendre les Camerounais. Je vous ai tout ça. Ce sont des mesures qui s'imposent, vu la situation économique du Cameroun. Notre taux de croissance est à combien? Ce n'est pas la faute du Camerounais. Attendez, notre taux de croissance est à combien? Nous étions à 4,8%. Oui. Maintenant, nous tendons vers 5,5%. Et on espère quand bien même nous étions déjà à 6%. Oui. Nous cherchons un taux de croissance à 2 chiffres. Vous ne pouvez pas vivre dans un pays où le taux de croissance n'atteint pas 2 chiffres. Peut-être en Côte d'Ivoire, vous voyez, les gars sont déjà à 9%. Mais la Côte d'Ivoire, ils sortent de guerre. Pourquoi sont-ils à 9 chiffres et nous, seulement à moins de 5? Nous avons un programme économique qui est à l'horizon 2035. Et à l'heure où je vous parle, nous sommes en train de mettre sur pied un certain nombre de projets structurants. Et il faut que les Camerounais comprennent qu'il faut serrer la ceinture. Alors, il n'y a pas de miracle. Et par rapport à cet aspect des salaires, ce n'est pas l'État qui paye les salaires dans le privé. L'État paye les salaires de ses fonctionnaires. Nous sommes certes 200 000 fonctionnaires. Ce n'est pas l'État qui paye le salaire des privés. Mais est-ce qu'on est suffisamment mieux payé? L'argent des impôts ne paie pas les salaires des privés. Oui, mais est-ce qu'on est suffisamment mieux payé dans le privé pour subir justement, parce que la hausse justement en question du coût de carburant et du coût de transport urbain ne concerne pas seulement les fonctionnaires, mais également ceux qui travaillent dans le privé, dans le secteur informel et en fait tous les autres Camerounais. Donc, est-ce que l'État influe également sur
la révalorisation des salaires dans le privé? Certainement non. Le rôle que l'État a à jouer là, c'est un rôle de régulation. Essayer de s'asseoir avec ces chefs d'entreprise. Et les chefs d'entreprise ont déjà même des groupes comme le JICAM, les CAM et autres. C'est à travers ces groupes-là qu'ils doivent réfléchir comment faire. L'État sera là juste pour réguler. Et c'est pour cela que le débat est lancé sur le SMIC. Est-ce qu'on est suffisamment mieux payé dans le privé pour pouvoir faire face justement à cette... Est-ce qu'il y a même un match entre le privé et le public? Vous savez ce que je gagne à la fin du mois? Je n'atteins même pas 200 000 francs. Mais un homme du privé, mais il est mieux loti que moi. Je vous le dis. Vous voyez comment ils construisent les maisons à gauche, à droite, là, et ils roulent dans des grosses voitures. C'est quand on voit que l'actualité dirait autre chose, monsieur. L'actualité prouve au Cameroun que les fonctionnaires sont les mieux lotis en matière d'habitat. Par rapport à quoi? Ce n'est pas un débat. N'entrons pas à ce niveau. Je voulais également parler justement, on sait que l'État a revalorisé les salaires des agents publics, je le soulignais tout à l'heure, de 5%. Et vous avez également parlé des concertations paritaires qui ont débuté avec les syndicats et toutes les autres corporations. Est-ce que cette mesure aura un impact certain sur la préservation du pouvoir d'achat de population quand on sait justement que tout le monde n'a pas toujours accès au mieux-vivre? Parce que Charles parlait tout à l'heure d'inflation, tel qu'en soit le cas, cette augmentation pourrait avoir... Il y a inflation. Ce que nous sommes en train de... Le gouvernement est en train de faire maintenant, c'est de voir dans quelle mesure on peut maîtriser l'inflation. Et ce n'est pas un travail qui ne relève que du gouvernement. C'est un travail où on associe tous les secteurs, tous les pans sociaux, c'est-à-dire les syndicats et tout le reste, et la société civile. Vous comprenez, les partis politiques. Réfléchissons ensemble pour faire avancer notre pays. Ne regardez pas que c'est la seule affaire du gouvernement et patati patata. Nous avons une situation, notre économie n'est pas au beau fixe. Depuis 1986, nous étions en crise. Entre-temps, il y a eu une autre situation, la crise financière sur le plan mondial. Vous pensez que la situation que nous vivons au Cameroun, ici en France, ça va mieux? Là-bas, il y a grogne social. Un peu partout, il y a grogne social. Mais, je vous le dis, mais il ne faut pas qu'on spécule. Voyons la réalité des faits. Gérer, c'est prévoir. Alors, gérer, c'est prévoir. Je suis d'avis avec vous et nous sommes en train de prévoir. Alors, à quoi une augmentation des salaires, justement, notamment de fonctionnaires, parce que nous restons dans ce cadre-là, on parle justement de cette augmentation de 5%, et quoi cette augmentation limiterait les effets pervers de l'augmentation, justement, des prix à la pompe? Je dis absolument pas. Le gouvernement a pris ces mesures à la hâte sans penser au départ aux mesures d'accompagnement. Voyez-vous que c'est le secrétaire général du Premier ministère qui a pris la décision. C'est même bien plus tard que le chef de l'État prend une ordonnance modifiée à la loi des finances. Vous voyez très bien. C'est-à-dire qu'il y avait même déjà un chevauchement, il y avait une violation des textes dans la prise de décision. Et par après, qu'est-ce qu'on fait? À la rate, on annonce, sans avoir même à réfléchir à ce qui sera fait, une augmentation des fonctionnaires. Nous pensons que ce n'est pas la solution. Et à cela, on va ajouter la taxe de stationnement, l'impôt libératoire qui est élevé également à la baisse. Je pense que réfléchissons comme le commun des Camerounais, comme on dit au quartier, terre à terre. Vous avez un fonctionnaire qui touche 100 000 francs. On lui augmente 5%, c'est-à-dire 5 000 francs son salaire. Oui, ça fait 105 000. 105 000. Le même fonctionnaire a une femme, il a 3 ou 4 enfants. Voyez-vous, ça veut dire qu'il y a une augmentation de 50 francs par jour sur le déplacement des gens dans sa famille. Parce que le transport également a été revu à la hausse. Sur le déplacement. Est-ce que ces 5 000 là, pendant un mois, est-ce qu'on peut redistribuer ces 5 000 francs-là et que cela puisse permettre d'équilibrer les dépenses? Déjà non. Ce n'est pas possible. Ça veut dire que 5 000 francs, ce ne sera pas possible. On va rester 5%. Si on prend, ça veut dire que ce n'est pas possible. Et maintenant, j'ai dit, cela va entraîner automatiquement, parce qu'il dit qu'on veut tout faire pour maîtriser l'inflation. Je dis que ce ne sera pas possible. Cela va entraîner automatiquement une inflation. Par exemple, on va dire, c'est spéculatif, mais il y aura inflation automatiquement. Et quelquefois, l'inflation peut être justifiée. Justifiée par le fait que celui-là qui va acheter pour le vendre se déplace et paye plus cher que par le passé.
Et quand il revient pour entrer dans ses fonds, doit répercuter la dépense supplémentaire là sur la denrée. Et celui qui vient acheter est obligé de payer plus cher, d'acheter plus cher. Ça, c'est clair. Et nous disons que les mesures qui ont été prises ne peuvent pas véritablement juguler les effets pervers de l'augmentation. Quand on parle d'impôt libératoire, nous disons non seulement ça va pénaliser les mairies, la taxe d'enseignement, là encore, on fait la part belle encore aux transporteurs qui ont déjà bénéficié de l'augmentation des tarifs du transport. Donc nous comprenons que toutes les mesures qui ont été prises ont été faites à la hâte. Et pourquoi? Parce que l'État du Cameroun, le gouvernement, se moque des forces vives. On n'a pas pris le temps d'associer les forces vives à la réflexion. Il a parlé des partis politiques. On n'a pas vu une rencontre. On n'a pas associé les partis politiques pour les époux du citoyen qui savoir qu'est-ce qu'on peut faire. On n'a pas associé, même les députés, les élus du peuple n'ont pas été associés. Les sénateurs, les associations des consommateurs qui défendent les intérêts des consommateurs, les organisations de la société civile, tous ces gens-là, c'est aujourd'hui, c'est après coup qu'on va les associer à la négociation. Mais nous disons, mais c'est tard. On aurait pu les associer avant, que chacun aurait pu contribuer, qu'on serait arrivé à une décision qui satisfasse au moins une bonne partie des Camerounais. C'est quand même vrai que ça, vous l'avez souligné tout à l'heure, Bertin. Quand on écoute Charles, avançons ce nombre d'arguments chiffrés, 5 000 francs, quand on émarge au budget d'État à hauteur de 100 000 francs CFA, cela ne présente pratiquement pas grand-chose quand on est chef de famille. Est-ce que cela va justement permettre aux uns et aux autres de s'en sortir justement dans ce cadre? Est-ce que 5% était suffisant? Fallait-il peut-être pas penser à révaloriser les salaires avant, comme c'était le cas à l'époque, dans les années 90? Ce que je voudrais d'abord éviter ici, c'est la mauvaise foi qui anime un certain nombre de Camerounais, dont les syndicalistes et certains partis d'opposition. Pour concevoir le document de stratégie pour la croissance et l'emploi, vous savez qu'il y a eu des concertations. Oui. Des concertations. Le Cameroun a une vision, la vision 2035. C'est une vision concertée. Mais dans le cadre de l'application de cette vision, il y a la mauvaise foi d'un certain nombre de Camerounais. On le fait, on croit qu'on fait mal à Paul Biya. Ce n'est pas Paul Biya. Regardez l'âge de ce monsieur. Il est déjà âgé. 82 ans. C'est vous et moi qui devons réfléchir comment on peut améliorer nos conditions de vie. L'État est là pour nous accompagner. L'État vous dit, voilà, telle situation est drastique. Je prends telle mesure, vous dites non. Vous venez seulement faire les débats. Quel débat? L'État nous dit, l'État nous impose. On vous dit, voici la situation qui prévaut au Cameroun. Nous sommes en train de subventionner le carburant à concurrence de 400 milliards. Et cette année, nous devons même aller au-delà de 400 milliards de francs. C'est grave. Les gens disent toujours non, on devait laisser ça comme ça. On laisse comment? Que la situation pourrisse et que ça devienne même encore plus grave. Qu'on vous dise que la Sonara a fermé. Oui, parce qu'elle est dans cette situation où elle peut fermer d'un moment à l'autre. Le carburant que vous voulez même là, vous aurez même encore ça. Non, on n'en est pas vous là. n'aurez plus le carburant parce que la Sonara sera fermée. On vous dit, bon, essayons de voir dans quelle mesure. Et c'est d'autant plus. La subvention, elle continue. La subvention continue. Oui, l'État a juste allégé. Réduit de moitié. Même pas de moitié. En fait, même pas de moitié. Les espèces parlent de moitié pour l'instant. Même pas de moitié. La subvention est toujours là. Et je vous avoue que ne soyez pas surpris dans les prochaines années qu'on augmente encore ce carburant. Le Cameroun n'est pas le premier pays. Réduit. Donc, pas le seul pays qui subventionne. C'est un aspect. C'est un aspect. Je vais vous dire une chose. La Tunisie est presque dans la même situation que nous. Oui. Mais en Tunisie, on a accepté d'augmenter le carburant. Pourquoi? C'est parce que le FMI va apporter, les bailleurs de fonds vont apporter un financement pour l'économie. Et ne soyez pas surpris que ce soit le cas au Cameroun dans les prochains jours. Parce que non, la manœuvre est là. La manœuvre, vous vivez de quoi? On vit des impôts. Et vous pensez que c'est facile là dehors pour qu'on recouvre ces impôts? Donc en dehors des impôts, il y a encore les aides. Donc nous sommes en train de voir dans quelle mesure
les bailleurs de fonds peuvent venir nous aider. Non, on n'en est pas là. On n'a pas besoin Je nous n'en avons pas besoin. Nous n'avons pas forcément besoin de l'aide des bailleurs de fonds. On peut vivre sans le FMI. Vous pleurez que les impôts sont nous ne pleurons pas. J'ai dit que nous avons des richesses. Vous voulez que le pays s'arrête. Il n'y a pas des impôts, il n'y a pas des aides. Et mais si ceux qui sont là ne peuvent pas gouverner, qui peuvent débarrasser le plancher. Ils peuvent débarrasser le plancher, sinon on peut l'aider. Ils ne vont pas quitter parce que vous allez venir avec vos méthodes, elles seront même catastrophiques. Parce que nous allons nous retrouver dans une situation de guerre sociale. Les mesures que le gouvernement est en train de prendre à l'heure actuelle sont des mesures très bonnes. Pour que les Camerounais justement, parlons de ces mesures. Parce que s'il n'y a pas les impôts, il n'y a pas les aides, ça sera catastrophique. On n'a pas besoin d'aide. Parlons justement de ces mesures. On sait également qu'elle va également priver les communes de ses recettes. N'est-ce pas suicidaire justement, à l'heure où on parle de plus en plus de décentralisation pour ces collectivités locales décentralisées? Les communes, il y aura qu'elles suscitent 15 milliards qu'on va enlever en réduisant l'impôt libératoire. Voilà même une très bonne mesure pour les petits débrouillards qui sont là en route. Vous ne voyez pas comment ils pleurent tous les jours, là, que nous on se débrouille en route, là on vient encore nous demander les impôts. Dans ce cas, la commune... Voilà une très bonne mesure pour aider les Camerounais. La commune a quoi à travers les petits impôts libératoires? La commune n'a rien là. L'État... Mais... Suivez-moi au moins. Il y a les CAC qui relèvent des multiples taxes que vous voulez qu'on enlève là. Parce que là-bas, si on enlève les taxes que vous voulez, la TVA et autres, là-bas c'est catastrophique. Il y a donc les centimes additionnels qui font vivre les communes. C'est le gros lot des recettes des communes. Parce que pour aller, pour qu'on construise une mairie, ou bien qu'on achète un caterpillar, ce n'est pas l'impôt. C'est le FECOM. C'est le FECOM. Le FECOM, ce sont les CAC. Donc, laissez les débats inutiles sur les plateaux de télévision ou bien devant, discuter sur des aspects qui tiennent. Et à l'heure actuelle, vous savez que l'Allemagne a eu à apporter une aide de presque 10 milliards à nos communes. Ce n'est pas une aide remboursable. Donc, l'État, le gouvernement se bat pour trouver des voies et moyens. Vous ne voyez pas que les 10 milliards là, peuvent déjà arranger la situation des fameux 15 milliards. Donc, il y a beaucoup de voies pour financer le budget. Alors, justement, Charles Fongan, en annihilant ou en enlevant justement de moitié l'impôt libératoire, on permet quand même aux petites structures et aux petits débrouillards justement de tirer quelque peu leur épingle du jeu qui se voyait quelque peu parfois opprimés par les agents communaux, toujours à la recherche de l'impôt libératoire. C'est l'agent en su qui pourra peut-être permettre qu'on maîtrise davantage l'inflation parce que c'est de l'argent qu'on ne sortira plus. Non, je dis bien ceci, il y a des mesures, on a pris une décision. On a augmenté les tarifs du carburant et pour accompagner la mesure, on décide d'agir sur un certain nombre de taxes. Mais nous disons que cela ne peut pas. Pourquoi? Est-ce que parce que celui qui paye son impôt libératoire, je dis bien très bien, le paiera de moitié des hommes. Le taximan paye l'impôt libératoire. Le petit commerçant. Conducteur de moto taxi paye l'impôt libératoire, le petit commerçant. Mais voyez-vous, est-ce pour autant parce que le taximan va payer moins cher, qu'il n'a pas augmenté, qu'il ne prend pas plus cher le tarif du taxi? Est-ce pour autant que le benskiner, celui-là qui fait la moto, parce qu'il paye l'impôt libératoire moins cher, ne va pas taxer plus? Je dis très bien qu'on a pris des mesures, mais ce sont des mesures qui ne peuvent pas marcher. Donc, ce sont des mesures qui ne peuvent pas juguler, qui ne peuvent pas limiter l'inflation. Ça aurait pu être de bonnes mesures en fonction du contexte, mais vu notre contexte, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible au vu du contexte camerounais. Je dis très bien, au vu du contexte. Est-ce que la ménagère qui va au magasin, est-ce que le boutiquier comprend que parce qu'il va payer moins cher, parce qu'on n'a pas limité, il va payer moins cher l'impôt libératoire, il faut que le mal paye. Il vous dit non, l'impôt libératoire c'est combien? Il va vous dire je préfère payer cet impôt-là et vendre au prix que je pourrais fixer. On a donc proposé des mesures, mais nous disons que ces mesures-là, ce sont des mesures, ça c'est clair, effectivement ce sont des mesures, mais ce sont des mesures qui ne peuvent pas limiter l'inflation. Allons-y voir quelque chose de clair. Vous prenez les chauffeurs et les transporteurs. Sur la base de quoi est-ce qu'on décide qu'on va relever le taxi urbain, par exemple, à 250 francs de plus?
Si on fait des calculs simples, j'ai toujours fait ce calcul-là. J'ai discuté avec un transporteur qui m'a dit que par jour, il transportait environ 100 personnes. Et par jour, il consommait 18 000 francs de carburant. Oui. Donc 18 litres, pas 18 000, 18 litres de carburant par jour. 18 litres. J'ai dit, on la met sur à 20 litres. Si c'est à 20 litres plus 80 francs, ça lui fait 1600 francs de plus dans sa consommation. C'est-à-dire qu'il y a 1100 francs de plus dans le prix d'achat des 20 litres de carburant qu'il consomme par jour. Et s'il transporte 100 personnes, ça lui fait 50 francs fois 100. Ça lui fait 5 000 francs de plus. 5 000 francs de plus. En faisant simplement le rapport de différence, vous vous rendez compte qu'il s'en sort avec 3 400 francs de plus. Et le même transporteur ne va plus payer l'impôt libertaire comme il payait par le passé. Voyez-vous, ce sont les décisions que les autres n'acceptent pas. Parce qu'on ne peut pas faire la part belle. Vous voyez donc, on a pris des décisions à la hâte. On a proposé les mesures à la hâte. Et ce sont les mesures qui ne peuvent pas véritablement satisfaire les Camerounais et qui ne peuvent pas limiter, nous disons bien, les effets pervers qui sont nés à la suite de l'augmentation des prix des carburants. C'est ce que nous disons. Si on augmentait que ça n'allait pas avoir une incidence sur la vie des Camerounais, il n'y aurait pas un problème. Mais il se trouve que cela va avoir des conséquences. Il dit sur toute la chaîne, des conséquences sur la vie des Camerounais. Voilà, justement, je reviens à vous, hein, Bertin. Le temps pour moi de rester justement sur le secteur du transport parce que ce sont des exemples qui nous permettent d'évoluer. On sait que les transporteurs, justement, je le souligne d'ailleurs à l'entame de cette émission, ont tiré quelque peu leur épingle du jeu. Le gouvernement a fléchi et a concédé à l'augmentation du prix du transport urbain de l'ordre de 50 francs CFA et qui est parti donc de 200 à 250 francs en journée, de 250 francs à 300 francs dans la nuit. Ils s'en tirent à bon compte. Et les autres Camerounais alors? Je vous dis, quand on prend une mesure, on s'attend à des conséquences. L'inflation existait depuis. Ce n'est pas maintenant qu'on va parler de l'inflation. Et le gouvernement, quand il s'est assis pour prendre la décision et voir les mesures d'accompagnement, ne s'est pas du tout trompé. On va juste, le gouvernement va améliorer. Je vous explique. Au niveau de la réduction de l'impôt libératoire, qui est content? Ce n'est pas le mototaximan. Les transporteurs en général. Au niveau de l'augmentation du prix du taxi, qui est content? Ce n'est pas le transporteur, là, le taximan. Et la grogne sociale vient souvent d'où? Ce n'est pas de ces mototaximans. Donc, ce n'est pas. Je vous dis, ce n'est pas le hasard. Ce n'est pas le hasard quand on prend un certain nombre de mesures. Oui, je vous explique. Mais il faut qu'on voile vos yeux. On doit voiler vos yeux alors que c'est là, c'est visible. Alors vous verrez bien que la grogne sociale vient d'autres catégories de Camerounais que les taximans. Donc c'est cette grogne sociale que vous voulez. Selon vous, elle ne sera pas là. On se rend quand même compte que là, dans ce cas, les transporteurs ont réussi à faire fléchir le gouvernement. Parce pas que fléchir. Vous l'avez souligné d'une manière ou d'une autre en soulignant que la grogne sociale est venue des transporteurs en 2008. Donc les autres catégories de la couche sociale on peut laisser mourir. Peuvent périr sans coup férir. Vous savez, c'est le management. Gouverner, là, c'est pas évident. Quand on prend une décision, elle est dure. Elle va s'imposer. Mais on trouve des voies et moyens pour que le peuple essaie un peu de supporter. Et l'aspect le plus difficile, c'était ces mototaximans et ces taximans. On peut dire que là-bas, ça peut déjà se gérer. Mais on va voir avec les autres, au fur et à mesure où vous, les syndicalistes, vous allez faire des propositions concrètes au gouvernement. Surtout que le président Paul Biya, lui, il est là, il attend. Quand vous parlez là, il vous suit. Donc, si c'est vos mesures, ce que vous proposez tient, et oui, effectivement, on va prendre une ordonnance pour essayer de voir dans quelle mesure on peut modifier les aspects du budget de l'État. Mais pour l'instant, celles qui ont été prises là sont favorables au climat social actuel. Alors, une langue dans l'opinion laissait entendre que le gouvernement était en cours de liquidité et est en train de multiplier des stratégies justement pour se remplir pour remplir sa caisse. Et là, c'est la faute des Camerounais, ce gouvernement en cours de liquidité. On sait très bien. Il a dit que le Cameroun vit des aides, des impôts, donc on a les ressources. On a les ressources minières, on a beaucoup de ressources sous-sol. On a beaucoup de ressources, on vend le bois à l'étranger, on vend beaucoup. Le Cameroun exporte, on a des entrées, beaucoup d'entrées, avant de regarder les impôts et tout. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait de tout cela? Tu sais, dans la plupart des cas,
est détourné, volé par ceux qui gèrent ce pays. Donc, quand vous dites, est-ce que le Cameroun a un coût de liquidité? Mais ça, il faut le dire ouvertement. Et si c'est le cas, on n'a pas à venir tordre le cou aux petits Camerounais pour chercher l'argent et aller renflouer les caisses de l'État. Nous pensons que ce n'est pas possible. Et nous disons encore, ce n'est pas combien, c'est 400 milliards qu'on va économiser par an en refusant de subventionner, en limitant les subventions qui vont permettre au Cameroun, s'il est à terre, de se relever. Il n'en est pas question. Il dit encore une chose claire. Il a dit qu'il fallait maîtriser les motos, les transporteurs. Vous voyez très bien que c'est une mauvaise manière de faire. Parce que dans ce microcosme-là, nous pensons que les personnes les moins en nombre, les moins nombreux, c'est encore les taximens dans la chaîne qui va négocier. Les plus concernés, c'est la masse des Camerounais qui a été laissée pour compte. C'est eux les principaux concernés. Mais on nous dit non, on va maîtriser les taximens. Là, il n'y aura pas de grève. Alors les Camerounais continuent à prendre les taxis, même ce taxi à 300 francs. C'est un peu ce qu'on a fait. Vous comprenez très bien que cela a été suffisamment léger. C'est léger parce que c'est là que moi, par exemple, nous demandons. Moi, je demande aux Camerounais de ne pas payer au taxi à 250. Ne payez pas 250. Si vous êtes 5 dans un taxi, payez au taxi. À destination, donnez 200. Si ce monsieur ne veut pas, c'est Dieu qui sera pas toujours plus fort que vous, qui vous amène dans un commissariat. Dans un commissariat, quand nous serons 10-20, nous allons tous rentrer en cellule. Et après la cellule, on va nous prendre notre procureur, nous envoie en prison. Si nous sommes 5 000, 10 millions à entrer dans les prisons, je crois qu'on va construire suffisamment de prisons pour ces Camerounais qui refusent de payer 50 francs. Parce que c'est une mesure liberticide, nous ne pouvons pas l'accepter. On ne peut pas sacrifier 19 millions de Camerounais ou 19 millions 500 000 pour faire la part belle à 500 Camerounais qui se la coulent douce, qui ne se gênent pas. Et moi, je considère les syndicats transporteurs comme des traîtres. Est-ce que les Camerounais ont les moyens justement d'appliquer ce que vous dites? Qui a cette en prison pour, aussi simple que cela. Aussi simple que cela. Puisque nous sommes dans un pays qui envoie ses fils en prison seulement parce que ses fils sont pauvres, alors allons en prison parce que nous n'avons pas 50 francs pour payer au taxi. Nous sommes 5 au taxi, nous payons 200. Si le transporteur n'est pas d'accord, il nous amène au commissariat. Une fois le commissaire fait son rapport, il nous envoie en prison. Cher Fongan, toujours est-il que le gouvernement, en choisissant justement ou en prenant cette mesure, je reviens à vous, Bétain, a également donné une sorte d'ouverture. Hein. Le prix reste négociable entre le chauffeur et l'usager. Donc, toujours est-il que ce n'est qu'une négociation. Le chauffeur pourra prendre 200 francs. Mais ne poussons pas les Camerounais dans la rue parce que vous savez ce qui s'est passé en 2008. Il n'y a aucun Camerounais dans la rue. Les Camerounais ne sont pas dans la rue. Les Camerounais disent je prends le taxi, j'ai 200 francs à payer. Non, il dit bien je prends le taxi, j'ai 200 francs à payer. Une fois au sorti du taxi, il donne mes 200 francs. S'il n'est pas d'accord, il n'y a pas un problème. Il m'amène au commissariat. Au commissariat, je n'ai pas 50 francs. Comme on voit en prison. En prison, je n'ai pas 50 francs. Proposons d'abord, Charles. Proposons d'abord. Je vais vous dire une chose. Depuis qu'on augmente les prix du taxi, là, vous êtes sûr que les gens respectent même ce prix? Beaucoup plus. La plupart des Camerounais payent 100 francs, 150, 200. Là, c'est pour certaines distances, ça c'est négocié. C'est pour certaines distances. Ceux qui ont suffisamment de moyens prennent le dépôt. Oui. Vous comprenez? Parfois les combien de Camerounais ont ces déjà? J'ai dit ceux qui en ont le font. Vous rapprochez-vous des taximens, ils vont vous dire que ça s'est passé. Même avec les motos, il y a les dépôts. Donc, je vous dis, ce sont des mesures d'accompagnement. Ne tirez pas trop sur l'État. Et là, on accompagne qui? On accompagne les Camerounais. Les taximens. Les Camerounais. Les transporteurs. Alors, mais est-ce que le prix du transport va varier? Parce qu'on sait que les distances telles que, par exemple, nous sommes à Douala. Les studios de Camionneuse 24 sont à Douala, pour ceux qui nous suivent dans le monde entier. Douala, c'est la métropole économique camerounaise. Il y a des distances, notamment Ndokoti, Bolandjor, qui coûtait déjà 300. Comment ça se passera? On n'a pas attendu justement cette augmentation de coût Bétain pour que les taximens réussissent à imposer cela aux usagers qui empruntent justement ces taxis parce qu'ils n'ont pas de choix. Est-ce que cela va changer maintenant? Je vous ai dit de prime abord que le Cameroun est dans une situation critique. Hein? Le taux de croissance du Cameroun oscille entre 4,5 et presque 6%. C'est difficile. Et la situation qui se pose aujourd'hui en matière de carburant a un certain nombre de causes endogènes et qu'on a déjà élucidé ici, et un certain nombre de causes exogènes qu'on a vues sur le plan international.
Oui, on s'est compris à ce niveau, d'accord. Bon, peut-être sortons par la question. Laissons un peu ces situations, il y a un peu à calmer, mais le gouvernement va continuer à négocier, d'autant plus que les négociations étaient encore, il y avait réunion à Douala, même jeudi dernier. Jeudi dernier. Elles vont continuer jusqu'à Et à ce niveau, jusqu'à voir dans quelle mesure, parce que vous allez faire les propositions, vous les syndicalistes, mais je vous dis, laissez cette proposition où les gens doivent descendre dans la rue. Oui, on sait également que les transporteurs routiers du Cameroun se sont constatés justement jeudi dernier avec les transitaires, parce que apparemment la réunion s'est achevée en queue de poisson et va d'ailleurs continuer la semaine prochaine pour voir dans quelle mesure le coût du transport également sera augmenté pour ce qui est du transport inter-État. Notamment, n'oublions pas que les marchandises en transit pour la République centrafricaine ou le Tchad passent par le Cameroun et justement à ce niveau, à cause de cette augmentation du coût de carburant, même les coûts de ces transports-là pourraient être augmentés, ce que les transitaires ne partagent pas et les deux parties se sont séparés en queue de poisson. Ils vont remettre justement cela. Donc, le dialogue est continuel au Cameroun. Alors, est-ce que, avec tout ce qui se passe, on va sortir par là avec cette question qui s'affiche justement à l'écran, est-ce que l'inflation pourra véritablement être maîtrisée au Cameroun? Déjà, le coût de transport varie en fonction des distances, en fonction de la tête du client et en fonction justement de l'état du taxi. On ne tient plus compte, on ne tient pas trop compte de ce que le gouvernement prévoit. Est-ce que le gouvernement pourra envoyer des contrôleurs de prix sur le terrain pour maîtriser effectivement, pour amener les commerçants à ne pas acheter quelques centimes sur le coût des marchandises? Est-ce que l'inflation est maîtrisable? Pour me résumer. L'inflation sera maîtrisable avec le temps. Pour l'instant, les mesures viennent d'être prises. Et n'oublions pas que depuis 2008, nous vivons cette inflation. Nous vivons l'inflation. Et je vais vous avouer une chose. Le gouvernement s'est arrangé à enlever les taxes sur certains produits de première nécessité. Mais je vais vous dire qu'à l'heure où je vous parle, certains de ces produits ont augmenté sur le terrain. Donc l'inflation est là, c'est par rapport à la situation économique du Cameroun. Ce que je dois dire aux Camerounais, c'est de travailler beaucoup plus. C'est-à-dire, tous ceux qui traînent en ville, là, il faut qu'ils apprennent à aller au village pour aller travailler la terre. C'est la réunion qui s'est tenue l'autre jour à Malabo. C'était sur l'agriculture. Oui. Il faut que les gens cultivent davantage. Parce que c'est cela. Ce n'est que ça que nous pouvons éventuellement exporter. Quand vous ne cultivez pas, vous allez manger quoi? Vous allez attendre le riz qui vient de l'Inde et partout là. Et il y aura inflation sur le marché. Faites des efforts d'aller cultiver au village. Faites des efforts. De venir rester en ville et dire que non, on a déjà augmenté le prix du carburant, c'est monté, c'est descendu. Oui, il n'y a que 200 000 fonctionnaires. Ceux-là doivent rester en ville. Et il y a quelques rares qui sont dans les sociétés. Mais les autres là, qu'on voit partout là, il faut qu'ils aillent au village pour sauver le pays, que de venir faire des bruits ici, pour dire qu'on va faire la grève, on va faire quelle grève? Il faut aller travailler au village. D'accord, on espère que votre et l'État va accompagner ces gens dans les villages. Sera pris en compte. D'ailleurs, il y a tout un vaste programme qui est mis en branle. Il y a même trop de financements qui vont venir des bailleurs de fonds. Il y a beaucoup d'argent. Mais on va aller donner l'argent à qui? Les gros bonnets risquent de reprendre le même argent là-bas dans les villages pour faire le ministère de l'Agriculture et du Développement durable a beaucoup d'argent. Il y a plein de projets. On parlera de Pagé. Il y a plein de projets. Il y a le pigment. Il y a plein de projets qui sont développés au niveau du ministère de l'Agriculture et du Développement durable, je crois, pour amener justement les Camerounais à s'intéresser davantage à ce secteur qui est d'ailleurs très porteur. Michel Vonga, il y a une langue, on sort par là, ou des langues qui pensent que la grève ou l'insurrection proposée par les syndicats, notamment par vous, ne pourra pas marcher parce que les Camerounais ont réussi à comprendre qu'il y a mille et une manières de tirer leur épingle du jeu. Je ne réponds à la question, est-ce que l'inflation pourrait être maîtrisée? Je dis non. L'inflation ne peut pas être maîtrisée parce que les mesures prises par le gouvernement vont dans le sens de la maîtrise de l'inflation. Mais nous disons que cela ne peut pas être maîtrisé dans la mesure où ces mesures-là n'ont pas tenu compte de la réalité sur le terrain.
J'ai dit, pris le cas d'une ménagère qui partirait d'un Consama pour Pentamboku pour faire des achats. À partir du moment où le prix de ce déplacement est plus élevé que par le passé, automatiquement, elle va répercuter. Ce n'est pas le discours du ministre ou le passage dans les marchés qui va lui demander de vendre moins cher. C'est parce que vous êtes venu dans un marché qu'elle qui a dépensé plus qu'elle ne faisait par le passé. Pour avoir sa marchandise, va vendre moins cher. Mais justement, à ce niveau, on pense que les Camerounais réussissent toujours à tirer leur épingle du jeu. On n'en est pas. Je dis très bien que c'est encore l'État qui encourage cet état de fait. C'est-à-dire qu'avec ce qui a été fait, il y a donc des Camerounais qui vont sûrement vouloir profiter de la situation, mais il y a des Camerounais, mais il y a des Camerounais qui, de par le fait lui-même, la réalité pourrait faire qu'il n'a pas d'autre choix que de revoir à la hausse le prix de tout ce qu'il a à vendre. Il dit bien, il n'a pas d'autre choix. Nous disons, automatiquement, il y aura inflation. Ça, on ne peut pas maîtriser. On aurait pu penser à cela avant. On aurait pu penser à cela avant. On aurait pu préparer les esprits. On aurait pu mettre sur pied ces mesures d'accompagnement avant d'augmenter. Si on l'avait fait, alors peut-être qu'on aurait pu maîtriser. Mais à l'état actuel des choses, on ne peut pas. Les Camerounais feront toujours tout, comme vous l'avez dit, pas pour tirer l'épingle du jeu, pour survivre, pour résister. Parce que là où ils sont dans une situation où on a envie de les asphyxier. Les Camerounais vont se battre pour résister, pour vivre, pour vivoter, même pas pour vivre. Voilà, on espère simplement que cette importante masse d'argent qui pourrait justement être gardée par l'État dans le cadre justement de cette mesure pourrait effectivement être investie dans la construction des infrastructures de base. On a parlé des centres de santé, des hôpitaux, des écoles, parce qu'il y a encore des écoles au Cameroun ou des endroits, des régions au Cameroun où des enfants ou les Camerounais, les jeunes Camerounais continuent à fréquenter en main le sol. On espère simplement que cette importante masse d'argent sera injectée dans ces secteurs prioritaires qui pourraient nous permettre d'avoir justement des infrastructures modernes, adéquates pour l'édification d'un Cameroun véritablement émergent en l'an 2035. Parlons à présent des accords de partenariat économique avec votre permission. On sait que depuis mercredi dernier, le Parlement camerounais a autorisé le président de la République à ratifier l'accord d'étape vers la signature des accords de partenariat économique aux grandes dames, malheureusement, du plaidoyer de la société civile et du secteur privé qui, depuis des années, ont toujours milité pour la révision de certaines dispositions des APE et de la signature d'un accord régional complet pour l'Afrique centrale. Avec cette mesure, le Cameroun s'engage à ouvrir 80% de son espace économique aux produits européens sur une période de 5 ans. Et cette mesure pourrait entraîner des pertes évaluées oscillant entre 500 milliards, je veux dire, et 1500 milliards de francs CFA. Bétin Zamem, vous avez été surpris par cette sortie du Parlement camerounais, notamment le Sénat et l'Assemblée nationale. Le problème des APE se négocie depuis 1963. Il y a eu les accords de Yaoundé, vous connaissez très bien. Les accords de Lomé, Lomé 1, Lomé 2, Lomé 3 et 4. Il y a les accords de Cotonou. Entre-temps, le Cameroun a paraphé ces accords en 2007. Il y a eu un début de négociations au sens propre du terme en 2009. Mais à l'heure actuelle, le problème qui se pose, c'est quoi? C'est que ce sont des accords commerciaux, de libre-échange. Ça veut dire quoi concrètement? Quand les produits camerounais vont dans l'Union européenne, il y a certains droits de douane. Il y a des droits de douane qu'on ne va pas payer lorsque la marchandise entre. Maintenant, quand les produits de l'Union européenne arrivent ici au Cameroun, il va falloir également que ces produits ne paient pas les droits de douane. La difficulté est dans laquelle, c'est que depuis longtemps, nos produits vont en Europe
Nous, on ne paye rien, presque rien. Vous comprenez? Donc nous exportons, nous ne payons rien. Maintenant, les Européens veulent quoi? La réciprocité. La réciprocité. Ce qui risque d'être drastique pour notre économie parce que nous, c'est la douane donne beaucoup d'argent. On parlera justement des pertes tout à l'heure. Non, je ne suis pas au niveau des pertes. C'est-à-dire qu'il faut d'abord expliquer. La douane produit beaucoup d'argent. Donc si ces produits commencent donc à entrer sans douane, vous comprenez qu'il y aura un impact direct. On parlera de ce sujet, de cet aspect. Si vous le Mais tel que les choses se présentent, si on ne ratifiait pas au 1er octobre, on devait se retrouver dans une situation difficile parce qu'on devait payer les droits de douane pour nos exportations. Oui, les importateurs. Donc, ce droit préférentiel que l'UE nous a accordé depuis fort longtemps, c'est ce droit préférentiel sur les droits de douane qui devait tomber s'il fallait utiliser le terme. Alors, Charles Foncan, cela était-il inévitable? Je pense que c'était évitable. Pas inévitable, plutôt évitable. On pouvait l'éviter. Parce que en 2000, quand on a renégocié les accords à Cotonou, il a été question que désormais, on va faire les accords par région. Dans la région Afrique centrale, les pays d'Afrique centrale se mettent ensemble et ils vont donc négocier, étant en groupe. Parce qu'on s'est rendu compte que quand vous êtes tout seul, vous êtes fragilisé. Il fallait donc, parce que l'Union européenne qu'on avait en face, c'était un groupe. Ce n'est pas des pays pris isolément ou individuellement. C'était un groupe de pays. Alors on a dit que pourquoi est-ce qu'un groupe de pays viendrait discuter avec les Africains de façon isolée, l'un après l'autre? Alors il fallait par groupe. Mais voilà que jusqu'en 2007, on n'a pas pu s'entendre. Voilà que on décide aujourd'hui de faire cavalier seul. Parce qu'il faut noter que le Cameroun, l'accord d'étape que le Cameroun va signer, qui entend signer ici d'ici le 1er octobre, c'est un accord qui ne concerne que le Cameroun. Et si le groupe, si le groupe réussissait, le groupe Afrique centrale réussissait à avoir des accords groupés, alors l'accord signé par le Cameroun devient caduc. Il n'aura plus de sens. Alors on peut se poser la question, mais pourquoi toute cette précipitation? Pourquoi pas rester dans la logique du groupe Afrique centrale et continuer à négocier? Parce que ce qu'on peut acquérir en tant que groupe, dans le cas d'une négociation, serait bien plus consistant que ce qu'on obtiendrait si on va tout seul. On fait cavalier seul. Mais on s'est rendu compte que le Cameroun a désiré de faire cavalier seul, ce qui fâche beaucoup d'autres pays d'Afrique centrale, qui estiment que le Cameroun est en train de fragiliser la dynamique de l'Afrique centrale. Nous nous disons, peut-être que cela pourra arriver, mais nous pensons que le Cameroun allait trop vite et le Cameroun allait sacrifier les autres pays, ce qui n'est pas quand même bien pour un pays qu'on considère comme leader dans une sous-région comme l'Afrique centrale. Alors c'est justement que dans la sous-région, l'Afrique centrale, donc au niveau de la CEMAC, le Cameroun est le premier pays à avoir traversé justement cette étape et on sait justement que rien ne s'oppose justement à la ratification de ces accords de partenariat économique. Pour ce qui est du Cameroun, pourquoi s'être précipité alors que les autres pays frères tardent encore à se prononcer sur la question? C'est une initiative qui relève du fonctionnement de la politique gouvernementale. Mais ces négociations ne sont pas nées aujourd'hui. Je vous ai dit, c'est depuis 1963. C'est-à-dire, à peine nous avons eu les indépendances. Les pays ACP, Afrique, Caraïbes et Pacifique. Caraïbes et Pacifique étaient déjà sur cette voie. À cette période, pourquoi on ne pouvait pas dire que non, vous les Européens, vous voulez encore nous tromper. Vous nous demandez là de faire des accords avec vous où nos produits vont quitter l'Afrique pour l'Europe sans qu'on ne paye les droits de douane à l'entrée. C'est à partir de là. Maintenant qu'on a paraffé un certain... Bref, on a accompagné... Nous sommes coincés. Il faut quand même l'avouer, nous sommes coincés. Nous sommes coincés et ça participe des relations sur le plan des relations internationales. Quand vous êtes en train de coopérer, comprenez aussi que voici ce que j'ai accepté de prime abord et il va falloir que je respecte. Hein? Donc, le gouvernement ne pourrait pas faire autrement.
Mais on pouvait encore faire quoi? On était contraints à signer, à ratifier. Alors, on sait justement qu'à partir du 1er octobre, tous ceux qui n'auront pas ratifié justement ces accords de partenariat économique verront justement le marché européen totalement fermé, comme le soulignait d'ailleurs Zamet tout à l'heure. Pas fermé véritablement, mais seront obligés de s'acquitter d'un certain nombre de frais de douane, ce qui pourrait, une fois de plus, porter un sérieux coup à l'entrepreneuriat local. Nous pensons que non. Mais sur le plan de la sous-région. Nous pensons que non. Pourquoi? Parce qu'on fait le ratio. Qu'est-ce que je paie, qu'est-ce que je gagne? Il a si bien expliqué, il vous a dit. C'est-à-dire que vos produits... La théorie de Marcus Olson. Oui, votre produit entre sur le marché européen, vous payez sans payer la moindre taxe. Le produit également entre ici. Qui produit plus, qui produit moins? Qui produit plus? Qu'est-ce que nous produisons? Qu'est-ce que nous avons à proposer au marché européen? Quelle est la part de ce que nous vendons en termes de revenus qu'il y a dans notre budget? Est-ce que en laissant, est-ce qu'on ne perdrait pas plus en ouvrant totalement nos frontières à ces produits européens-là? Il faut donc faire le ratio, il faut faire la part des choses. C'est pour ça que quand vous dites que ces pays-là vont perdre, ces pays-là ne perdront rien. Parce qu'en faisant ce calcul-là, si ce pays se rend compte qu'il perd plus en ouvrant ses frontières, il préfère les fermer. Il préfère rester dans cette dynamique-là et ne pas coopérer, quitte à ce que, quand ces produits rentrent dans l'Union européenne, qu'ils payent les taxes. Et pareil pour les produits de l'Union européenne qui rentreraient en Afrique. J'ai dit, il y a d'autres marchés qu'on peut prospérer, qu'on peut prospecter. On peut prospecter d'autres marchés. Vous avez l'Asie. C'est moi, à côté du Cameroun, il y a le Nigeria qui fait plus de 150 millions d'habitants. Vous avez l'Asie, c'était, je pense aujourd'hui, les plus gros consommateurs dans le monde entier, c'est l'Asie. La Chine, elle sera 1,3 milliard d'habitants. L'Inde, environ 1 milliard d'habitants. En vendant seulement vos produits, vous pouvez réussir à pénétrer le marché indien ou chinois. Vous n'avez plus besoin de l'Europe, c'est toute l'Europe réunie. Vous n'avez plus besoin de l'Europe. Donc nous disons, il y a des choses qu'on peut gagner, qu'on peut perdre. Mais dans le cas du Cameroun, on produit quoi et qui vend? Ces sociétés installées au Cameroun, là, quand on dit qu'elles produisent la banane, est-ce qu'il y a des Camerounais qui produisent la banane? Non. C'est les Occidentaux installés au Cameroun qui produisent la banane, ce n'est pas les Camerounais. Donc du coup, on se rend même compte qu'en fait, ce jeu se joue entre parfois même les Occidentaux, parfois quelques-uns installés dans les pays africains et ceux qui sont super en Occident. Donc je pense qu'il faut faire les vrais calculs. Il faut encore pousser le bouchon beaucoup pour lui pouvoir exactement ce que nous on perd en ouvrant nos frontières. Il a dit que nous on vit des impôts. Est-ce qu'en ouvrant nos frontières, on n'a pas le droit? Je vous vais arriver. Est-ce que c'était pas un marché de dupes? Vu sur le prisme de Charles Fongan, quand on regarde ce que nous produisons au Cameroun, est-ce que les PME locales camerounaises ont la capacité justement d'exporter suffisamment de marchandises, de produits, contrairement à ce qui se fait de l'autre côté? Quand on regarde la balance, elle est déficitaire à quel niveau? Au niveau du Cameroun, nécessairement. En fait, il faut voir à quel moment ces accords ont commencé à être négociés. Et ce nos jeunes États avaient vraiment la capacité de négociation à cette période. Ce qui nous animait là, c'était l'indépendance. L'indépendance politique, il faut bien le préciser ici, parce que nous sommes encore à la quête de l'indépendance économique. Et la bataille de l'Europe aujourd'hui, c'est nous empêcher d'avoir véritablement cette indépendance économique. C'est à nous les Africains de nous asseoir et de voir dans quelle mesure nous pouvons contrecarrer l'Europe. Parce qu'eux, ils sont réunis. Nous, on n'est pas réunis ici. C'est peut-être pour ça qu'on va dire, oh, le Cameroun est allé signer l'accord d'étape, tout ça. Non. Qu'est-ce qu'on a entrepris au niveau de l'Union, déjà même l'Union africaine? Qu'est-ce qu'on a entrepris? Au niveau de la sous-région, les économies des autres pays, c'est-à-dire la zone CEMAC, les économies sont assez faibles parce que nous, on est plus forts que eux. On essaie de voir tout ça. On comprend que l'Europe est en train de nous dicter un certain fonctionnement. Et qu'à la mesure, il ne va pas falloir que nous perdons les deux à la fois. Donc nous nous retrouverons dans une situation où on va encore faire comment? On est obligé de signer. Et j'ai dit, la ratification
faite par nos parlementaires l'autre jour. C'était dans cette logique qu'on va encore faire comment? On est obligé de signer. Donc, vous convenez avec ceux qui disent que c'est un marché de dupes? Au-delà de parler d'un marché de dupes, on parlera d'un marché de dupes pour voir les retombées. Mais justement, est-ce que les retombées sont importantes? Quand on regarde ce qu'on produit sur le plan local et qu'on exporte, et quand on regarde également ce qui viendra justement des pays européens, on a de fortes raisons de croire que la PME ou les PME locales ont de fortes raisons de disparaître, par exemple. La transaction se trouve ici entre notre pays et l'Union européenne. Il faut voir qu'est-ce que le Cameroun donne de l'autre côté. Mais c'est la question. Nous avons la banane, le bois, la banane, le café, le cacao. Oui. Éventuellement d'autres produits comme les VA qui sont en train de prendre corps un peu partout au sud. Là. Ces produits-là, si effectivement on ne les exporte pas, quelle sera notre situation au niveau interne? Voilà un questionnement. Vous comprenez un peu? On va peut-être les exporter, mais en payant les frais de douane. Oui. On peut les exporter sur et entre-temps, aussi. posons-nous, oui, on va les vendre en Asie. Et j'ai suivi votre analyse tout à l'heure. Qui va les vendre en Asie? Parce qu'on commence par là. Parce que les Camerounais, depuis que les Blancs sont partis, les mêmes structures que les Blancs ont laissées, ce sont elles qui continuent à... Mais il faut donc que ça change. Ça change comment? C'est vous, c'est moi. Oui, nous devons changer ça. Ça veut dire que comme je suis là, est-ce que la question que je devrais me poser, j'ai combien d'hectares de cacao culture dans mon village? Ou bien de palmeraie? Ou toute autre culture? Ou bien quand vous êtes assis, posez-vous la question que est-ce que j'ai déjà au moins 2 ou 3 hectares? Et c'est pour cela, c'est un défi qu'on a là. Depuis le président Paul Biya essaie de parler, il essaie de lui dire allez dans vos villages, allez cultiver. Les Blancs sont là, ils sont venus s'installer avant les indépendances. Ils ont créé leur plantation. Vous dites, vous avez demandé les indépendances. Entre-temps, on vous a laissé gérer ces plantations. Vous avez mal géré. Les Blancs ont repris à travers les privatisations. Vous croyez que qui va exporter? C'est toujours leur affaire. Donc, à vous de travailler maintenant. Donc, tel que nous observons la situation, on a comme l'impression justement que les entreprises locales auront la peine à faire le poids face aux produits qui viennent de... C'est dans 15 ans, ce n'est pas immédiat. Mais pour le moment, ce que nous étions en train de rechercher, c'est que au niveau de l'Union européenne, on ne nous crée pas les droits de douane sur les exportations qui sont faites. Vous comprenez un peu? Donc, le processus, l'application réciproque se fera de manière progressive, graduelle. Vous comprenez? Nous sommes d'accord là-dessus. Pour l'instant, il n'y a pas encore des effets induits de cette situation. Nous sommes d'accord là-dessus, mais au niveau dans le temps, cela pourra... Donc pour l'instant, c'est nous qui gagnons parce que nous n'avons pas payé les droits de douane. Cela pourrait justement porter un sérieux coup à l'économie locale dans le temps, parce que les données issues justement de la comptabilité nationale révèlent que la part de la valeur ajoutée manufacturière dans le produit intérieur brut du Cameroun s'inscrit à la baisse parce qu'elle est passée justement de 19,3% en 2000 à 16,7% en 2010. Et ce qu'on continue à interroger les chiffres, il est clair que d'ici à là, elle va davantage chuter si l'État ne fait pas des efforts pour appuyer les petites et moyennes ne produisent pas. Est-ce que l'État a la capacité justement d'appuyer les PME locales? Nous avons appris qu'il y a un programme qui a 9 programmes avec 111 projets qui sont là. Il y a des financements pour la mise en œuvre pour permettre aux entreprises locales de produire en quantité et en qualité. Mais nous n'attendons pas qu'on fasse ces annonces-là. Oui, justement, on a appris du ministre, avec votre permission, du ministre de l'économie, de l'aménagement du territoire, M. Nganou Dumessi, qu'il y a 24 milliards de francs CFA qui seront débloqués justement pour former ces PME. Mais en fait, vous savez, les 24 milliards là, c'est un financement de l'Union européenne. Mais posez-vous bien la question, pourquoi est-ce que ces gens, quel intérêt ces gens ont
à nous former, à nous outiller pour qu'on puisse ouvrir nos frontières, pour qu'on puisse vendre également à l'étranger. Dites-vous bien, hein, il y a un intérêt certain qui n'est pas forcément nôtre. C'est-à-dire que nous avons envie de croire que le gain n'est pas de notre côté. Mais cela sera fait. Mais quand? On aurait bien voulu, avant que le Cameroun s'engage dans cette dynamique, dans une telle dynamique de signer, d'ouvrir ses frontières, qu'on ait déjà préparé nos entreprises à pouvoir faire face à la concurrence. À faire face à la concurrence. Mais on a la logique où on va d'abord signer. D'ici octobre, on aura signé. Et c'est après ou c'est maintenant qu'on va commencer à outiller les entreprises pour qu'elles puissent faire face à la concurrence. Vous voyez, ça prendra combien de temps? Est-ce qu'ils sont suffisamment outillés? Est-ce que cette ailleurs sera suffisamment investi pour cela? On aurait souhaité qu'on soit préparé. Parce que ces accords se négocient depuis 2000. On a signé en 2000 et c'est depuis 2000 qu'il y a décidé à Cotonou qu'on devait rentrer à une nouvelle phase de discussion, de renégociation entre 2003 et 2007. On n'a pas pu le faire. On a encore donné notre échéance. Nous sommes en 2014, pratiquement 7 ans. Et pendant tout ce temps-là, on n'a pas pu mettre à niveau nos entreprises. Mais alors que d'autres dans certains pays sont en train de se battre pour être en règle, nous au Cameroun, on dit non, on va signer. Mais est-ce que cette ouverture est nécessairement une vraie chose quand on sait par exemple que cela pourrait peut-être ouvrir la voie à davantage de compétitivité entre, et permettrait justement aux consommateurs lambda de pouvoir faire véritablement le choix et de permettre également aux entreprises importatrices de faire, pourquoi pas, d'inonder davantage de marchés locaux pour offrir une offre assez plurielle aux consommateurs. Mais ce n'est pas toujours une mauvaise chose. Nous disons pour le consommateur, la loi de l'offre et la demande ferait qu'on peut avoir les prix bon marché, mais là, non pas d'économie locale, on parle d'économie du Cameroun. C'est-à-dire que pour moi, et avec des frontières poreuses, avec le fait qu'on n'a pas installé suffisamment de laboratoires qui apprécient les normes, comment est-ce qu'on fait? Regardez là ce qui est sur nos marchés alors que les frontières sont encore fermées. Regardez, on a des biscuits, on ne sait pas la provenance. Donc, imaginez une fois que les frontières seront ouvertes, ce qui pourrait arriver au pays. On n'a pas de véritable laboratoire pour apprécier les normes de ce qui entre. Il y a une chose à ce niveau, le Cameroun a mis sur pied l'Agence nationale des normes, la NOR, qui travaille davantage justement puisque le RAS, le Réseau associé consommateur d'énergie, nous sommes membres d'un comité de la norme, nous vous disons, il y a encore beaucoup de produits qui n'ont pas encore une norme technique. On travaille là-dessus, mais c'est trop. Vous pouvez savoir combien de produits pour lesquels il faut produire une norme et veiller à ce que ces normes-là soient respectées. Donc, je crois qu'il y a beaucoup à faire et pas que nous ne sommes pas encore prêts. Donc, si cela venait à être confirmé, ce Cameroun venait à signer, et que ces produits commençaient à rentrer, bon, c'est vrai qu'on a dit que ça va prendre un peu de temps, mais nous ne sommes pas sûrs que même si au bout de 2 ans, 3 ans, nous serons vraiment à mesure de faire face à la concurrence. Donc, pour le moment, nous disons, nous avons envie de croire que le Cameroun est allé encore très vite en besoin. Peut-être qu'à la longue, il faudrait signer, mais pour le moment, on pourrait faire autrement. Si le marché européen nous est fermé, on a le grand marché asiatique. Alors, on va peut-être sortir par là. Nous avons également appris, ça je le souligne encore tout à l'heure, que les pertes sont énormes. Et selon les experts, elles oscilleraient entre 500 et 1500 milliards de francs CFA en termes de recettes fiscales et douanières. Vous qui êtes justement un cadre de la direction des impôts, d'où viendra ou d'où l'État prendra de l'argent justement pour compenser toutes ces pertes? Est-ce une fois de plus, est-ce qu'on va tordre le cou au Camerounais lambda? En fait, au niveau de la douane, les recettes vont largement baisser. Mais sur le plan interne, c'est-à-dire les impôts, je ne crois pas que ce soit le cas parce que les entreprises... On parle davantage de la douane. Non, je dis au niveau de la douane, c'est évident. Les recettes vont baisser si on ne paie plus les droits de douane d'office, les impôts, les taxes baissent. Mais au niveau interne, il y aura beaucoup d'entreprises. Et ces entreprises qui seront en activité au Cameroun vont payer les impôts. Vous comprenez un peu? Ce qu'il faut faire à notre niveau, c'est un élargissement de l'assiette fiscale. Mais il va falloir que nous, au niveau des impôts, on puisse bien suivre ces nouveaux contribuables qui vont entrer dans notre territoire. Et à l'heure où je vous parle, je vous avoue que les locaux
n'apportent pas grand-chose dans le rendement fiscal. Ce sont des grosses entreprises, les multinationales, qui sont installées. Vous allez voir les structures qui sont à la DGE. Ce sont elles qui paient le gros de l'impôt. L'autre impôt que les Camerounais crient tous les jours, là, c'est l'impôt libératoire. Vous comprenez? D'accord. Et ils crient là, c'est pour éviter même la grogne sociale qu'on commande à enlever un peu de leur côté. Parce que le vrai impôt, ça ne se paye pas chez Par les le petit commerçants. Là. Ils ne donnent absolument pas grand-chose à l'État du Cameroun. Ok. Merci Bertel Folplus. Vous nous avez beaucoup édifié pour ce qui est de ces mesures qui seront prises dans les 2 prochains jours. Ok, je vous remercie et je remercie aussi mon vis-à-vis, M. Charles Fongan. Mais je dirais les syndicats devraient beaucoup plus s'impliquer à l'éclosion de notre économie que de faire triompher une menace grogne sociale. Merci Charles, une fois de plus. J'espère que ce n'est pas une attaque personnelle. Non, les syndicats ne sont pas pour la grogne sociale. Nous sommes là pour préserver même la paix sociale. La preuve, nous évoluons un peu comme un contre-pouvoir, pas seulement vis-à-vis de l'État, mais vis-à-vis de certaines entreprises, pour les éviter de poser des actes qui n'honoreraient pas les consommateurs. Donc nous pensons que ceux qui nous gouvernent doivent quand même prendre en considération les attentes des gouvernés à chaque fois qu'ils veulent prendre une décision. Merci d'avoir accepté notre invitation une fois de plus. C'était un plaisir. Voilà également à vous. Merci Madame, Monsieur de nous avoir suivis pendant ces 90 minutes consacrées au débat sur CamNews 24. Le programme est rediffusé justement à 16 heures habituelles. N'oubliez pas également que nous sommes sur la toile par le truchement www.camnews24.net. Vous pouvez également suivre cette émission sur YouTube. Il suffit de taper face à face l'émission du jour et vous l'aurez une fois de plus en diffusion autant de fois que vous voudrez. Merci de nous faire confiance. Restez en compagnie des programmes de CamNews 24 qui se poursuivent. Au revoir.